Bonjour tout le monde. Merci Xavier. Quand Xavier Bataille m'a demandé de lui en dire plus sur la théorie du Broglie, moi j'ai dit très humblement que j'étais ni pour ni contre, bien au contraire, et que en tout cas au niveau où j'enseignais la mécanique quantique, extrêmement élémentaire, où il n'y a pas de théorie des champs, etc., bah, ça me semblait tout aussi valable que les autres théories que je connaissais, en tout cas la théorie, on va dire, orthodoxe ou habituelle. Et pour tout dire, moi, j'ai découvert très tardivement, alors, dans le livre Aloé, et puis après, en faisant un petit master d'histoire et de philo des sciences auprès de Léna Solaire, donc, je me suis intéressé à ça. Mais bon, donc l'exposé d'aujourd'hui, c'est en tant que praticien, prof de physique-chimie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas si je suis bien placé pour définir le bien et le mal en pédagogie, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire ou est-ce que c'est complètement absurde? Donc, j'ai ma petite idée là-dessus et je vais la partager maintenant, bien entendu. C'est tout à fait discutable. Alors, on va commencer tout de suite. C'est un petit clic, voilà, active l'écran. Alors, pas celui-là. Pas celui-là. C'est la petite croix, voilà, toc. Ouais. Bon. Tu veux pas? J'ai cassé Voilà. la projection, excuse-moi. Mais sinon, tu peux prendre la main comme tout à l'heure. Ok, on va faire ça. Tu fais ça, ça te Ok, dérange. Comme ça, on verra en plein écran. Là. Je fais l'artificiel déjà. Il a fait le pouvoir sur la projection. Alors, ça sera pas facile. D'ailleurs, avec Adrien, c'était ça que tu faisais dans le. Ouais, mais c'était un PowerPoint, toi, c'est juste c'est un PDF. C'est compliqué. Attends, non, c'est bon, hein, vas-y. C'est ça là. Fais un clic, voilà, et maintenant joue avec le clavier. Voilà, c'est bon. C'est bien connu votre Alors, je commence et j'oriente l'exposé sur très jeune, Brick. sur l'enseignement de la. Excusez-moi, Franck, parce qu'il y a les micros qui. Ouais. J'ai orienté l'exposé sur l'enseignement de la chimie. Qui suis-je pour parler de ça? Mais bon, voilà, je vais quand même le faire. Et alors, l'objet fondamental du chimiste, à mon avis, c'est l'électron. Voilà. En tout cas, ça a l'air de servir pas mal en chimie. Et je commence par une petite blague qui est que deux Thomson ont eu un prix Nobel au sujet de l'électron. Joseph John, le père, donc en 1906, où il a montré que à l'intérieur de l'atome existaient les particules, les électrons qu'on va retrouver dans les rayons cathodiques. Donc d'une certaine façon, il y a eu le prix Nobel pour avoir montré que l'électron était une particule. Et une génération plus tard, c'est son fils qui arrive, George Paget, pour démontrer que, en fait, en envoyant des électrons, on pouvait faire de la diffraction suivant l'onde de De Broglie qui avait été prédite dans la thèse de De Broglie. 1924, Perrin demande quand même à De Broglie, mais comment pourrait-on être sûr qu'il y a bien une onde de matière? Et De Broglie répond, il n'y a qu'à faire diffracter des électrons. C'est ce que fait Davison-Germer, mais aussi Thomson. Donc voilà. Alors, au-delà du problème assez intéressant là, de comment tuer le père symboliquement, voilà, c'est ce qui pourrait intéresser des psychanalystes, mais ça ne nous fait pas avancer sur le problème de la chimie. On se retrouve avec un objet fondamental qui est des fois une onde, des fois une particule, et comment faire avec ça? Les choses ne sont pas plus claires qu'avant. Et effectivement, les plus grands, donc Bohr, par exemple, on dit que c'était compliqué de parler d'objets quantiques. Pour résumer ce qui est écrit, on peut dire rapidement, mais sous la forme d'une prise de mots, on a bien du mal à parler d'objets quantiques. Et là, j'ai une citation de Jérôme Ferrari, qui est un romancier, mais qui a écrit en particulier Le Principe, de Heisenberg, qui est un philosophe de l'information. Dès qu'on quitte la mathématique, on se met sur le terrain du langage commun qui est incapable de fournir les concepts et les mots adéquats. On a du mal à parler de ces objets, et en particulier de l'électron. Alors, bon, malgré tout, il m'est arrivé, moi, dans ma carrière, et je pense ne pas être le seul, à avoir dit tout et un peu ce contraire au sujet de l'électron. C'est une particule, il y a des trajectoires, mais en fait, on ne sait pas très bien où il est, et puis c'est un nuage, et puis etc. Et le risque de tout ça, c'est qu'à la fin, on forme des élèves
pourrait penser que dès qu'on dit quantique, on a le droit de dire tout et n'importe quoi et son contraire, au risque d'ailleurs que les charlatans se prennent ça pour faire de l'argent. Bon, alors là, c'est une petite référence à quelque chose qui est arrivé une année, une pub pour une crème de beauté qui était quantique, comme à peu près toutes les crèmes, il y a un peu de chimie, j'imagine, mais bon, voilà, celle-là était particulièrement quantique. Alors, donc, ce que je voulais dire dans cette introduction, c'est que à force de ne pas choisir de stratégie, ben, on risque de développer des représentations incorrectes dans l'esprit de nos étudiantes et de nos étudiants. Alors, il y a une question qui est souvent posée, et je la pose sous la forme d'un petit jeu. Ceux qui connaissent Qui veut gagner des millions, là, j'ai transformé en Qui veut gagner des cantons à une question qui pourrait être posée par n'importe lequel des élèves qu'on a, mais où se trouve l'électron dans l'atome d'hydrogène? Canon excité, plus basse énergie, etc. Alors, vous connaissez le jeu, il y a 4 réponses. Et la première, c'est shut up and calculate, tais-toi à calcul. La deuxième, c'est un peu partout. La troisième, c'est nulle part. Et la dernière, c'est quelque part. On voit bien qu'aucune des réponses n'est cohérente avec les autres. Et pourtant, elles auraient pu être les réponses de grands scientifiques. Alors, c'est pas bien de faire parler les morts, mais je me suis quand même risqué à ce genre de choses. Je vais associer chacune de ces réponses à des grands physiciens. Alors, la réponse A, shut up and calculate, j'ai mis la petite sirène de Copenhague. Il n'y a pas de physicien, mais ça pourrait être peut-être Werner Heisenberg ou Robert Oppenheimer qui pourrait dire voilà, je suis opérationnaliste, je fais mes calculs, pourquoi se poser la question de où se trouve l'électron? C'est pas mon problème. La deuxième réponse, ce serait B, celle de Schrödinger, qui a une vision, en tout cas celle qu'il défend autour de 1927, qui est celle du nuage électronique. Alors, je ne vais pas développer parce que je crois qu'elle est très largement diffusée dans le milieu des chimistes. La réponse C associée à bord, qui est beaucoup plus subtile, qui est celle de la complémentarité, consiste en fait à dire que c'est très délicat de saisir le réel, il faut parler autour de ça, mais des fois c'était une onde souvent suivant une certaine expérience, une particule suivant une autre, donc en fait peut-être qu'elle est nulle part parce qu'il n'y a pas de réel qui soit clairement identifiable. Et puis la dernière position, l'électron est quelque part dans l'atome, et quelque part, tant que je n'ai pas fait l'expérience, je ne sais pas quels sont les paquets d'ondes vides dont Frank Laouen nous a parlé, mais il est bien quelque part. Et en plus, on a un outil prédictif qui est la fonction d'onde pour ça. Alors là, j'ai mis la photo de Broglie et de Bohm. Et donc, à la fin, où se trouve l'électron? Une question pertinente de l'élève. On se retrouve avec 4 réponses complètement incohérentes entre elles et 4 réponses qui auraient pu être défendues par les plus grands physiciens du XXe siècle. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des divergences sur l'interprétation de la mécanique quantique et que quelque part, nous, en tant que passeurs, il faudra peut-être faire un choix, parce qu'à vouloir défendre toutes les positions, ça risque d'être trouble. Bon. Feynman a un beau jeu de dire que personne ne comprend vraiment la physique quantique quand on voit les 4 réponses aux questions. Mais Feynman était un petit peu provocateur, mais le Messia qui a formé des générations de quanticiens en France a même dit que la mécanique quantique était difficile à saisir intuitivement, c'est le moins qu'on puisse dire, et Dalibard, j'ai quelques références comme ça de quelques physiciens, il a dit que le praticien de la mécanique quantique aboutit régulièrement à des prédictions contraires à son intuition initiale. Bon, on sent qu'il y a un problème. Si on n'avait pas senti avant de l'enseigner, c'est que, voilà, c'est passé à côté de quelque chose, je pense. Mais alors, moi, ce que je voulais poser comme problème didactique, c'est c'est quoi l'intuition? Parce que c'est bien gentil, mais on fait souvent référence à l'intuition. C'est quoi exactement? Et deuxièmement, ce problème c'est compliqué à enseigner la mécanique quantique. Est-ce que c'est une spécificité de la mécanique quantique ou est-ce que c'est plus général dans l'enseignement des sciences? Alors, pour répondre à ça, moi qui ne suis pas didacticien, je suis allé voir mon livre de bachelor
Et Bachelard passe son temps à expliquer qu'il y a un vrai problème quand on explique quelque chose de scientifique, ça s'appelle l'obstacle épistémologique. C'est-à-dire ce qui vient se placer entre le désir de connaître du scientifique et l'objet qu'il étudie. Bon, une fois que j'étais parti de cette définition, je n'y voyais pas plus clair. Alors, je suis allé sur EduSchool parce que je suis un bon fonctionnaire et j'ai vu sur un des programmes de physique la phrase suivante. Il s'agit d'effectuer avec les élèves un long travail de dépassement des conceptions intuitives, tenaces, et de contribuer de manière efficace à la mise en place d'un raisonnement nouveau. Alors, peut-être que je suis un bon fonctionnaire, mais j'y voyais déjà un peu plus clair. Alors, je suis retourné voir Bachelard, et puis, bon, il y a cette fameuse phrase, on connaît contre soi-même, on connaît contre une connaissance antérieure. Et donc, pour moi, ça m'a branché sur quelque chose qui s'appelait la conception didactique, qui est rien d'autre que le mot pour connaissance antérieure. Conception au sens erroné, puisqu'elle ne sera plus adaptée au nouvel enseignement qui est posé. Donc, pour résumer ce que vous avez compris, que vous savez peut-être déjà, mais moi j'étais très fier d'avoir compris ça, surmonter un obstacle épistémologique, c'est dépasser ses conceptions, c'est-à-dire il faut désapprendre pour apprendre. Et alors, je suis retourné voir Bachelard, et Bachelard dit l'adolescent arrive en classe de physique avec des connaissances empiriques déjà constituées, et là il parle de mécanique classique. Je me suis dit, mais c'est vrai que la mécanique classique, c'est quelque chose qui est enseigné dans le secondaire, et il y a des cohortes de résultats didactiques là-dessus, alors qu'en mécanique quantique, on est un peu dans le flou, il n'y a pas grand-chose. Donc, pourquoi pas nous intéresser à autre chose que la mécanique quantique? Regardons la mécanique classique. Et un ami, Nicolas Coppens, lui avait fait une thèse, alors, je lui ai demandé qu'il m'explique un petit peu, et il m'a dit, oui, les conceptions en mécanique classique, c'est que l'élève arrive en classe et il a des notions, force, la vitesse, tout ça, c'est des mots qui sont utilisés dans la vie courante, et c'est des mots qui correspondent à des idées qui sont plus du tout valables quand on apprend la mécanique classique. Pour dire les choses rapidement, c'est à peu près l'idée que se fait Aristote de la physique. Hein. Si vous n'appliquez pas de force, il n'y a pas de vitesse. Alors que ça, c'est complètement contraire à la mécanique classique quand on regarde les choses dans le détail. Donc, il faut, au début, se familiariser des fois avec des nouveaux concepts. Ce n'est pas toujours très clair. Qu'est-ce que c'est un point matériel, une énergie, un potentiel? Bon. Et puis, il faut, les enseignants du secondaire le savent bien, et même du supérieur, des fois, se confronter à une technicité qui est un petit peu élevée. Hein. C'est la manipulation des vecteurs, même si c'est sur en 3 dimensions, et le calcul différentiel et intégral sont des fois des choses compliquées pour nos étudiantes et nos étudiants. Alors, voilà. Donc, j'ai lu dans un livre de Michel Paty le fait que, en fait, il n'y a pas de spécificité de l'enseignement de la mécanique quantique. C'est le même problème, en fait, si on le retrouve exactement en mécanique classique. C'est juste un effet de perspective. La mécanique quantique, elle a 100 ans. La mécanique classique, elle en a 450 ans. Et puis, on a enseigné à des cohortes d'élèves pendant des années et beaucoup plus nombreuses. Donc peut-être qu'il n'y a pas de spécificité de la mécanique quantique, en tout cas de l'enseignement de la mécanique quantique, je parle à un niveau élémentaire. Bon, allez, on va voir si c'est vrai. Alors, donc, si j'ai bien compris, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire des conceptions. Et là, on peut tirer trois grandes stratégies. La première, c'est dire la conception, bon, on fait comme s'il n'y en avait pas. Les élèves arrivent, c'est de la page blanche. Hein, arrêtez de vous poser des questions, moi je vous dis comment ça marche, et c'est tout. On fait même comme si elle n'existait pas. La deuxième stratégie consiste à dire, bon, on sait bien que les élèves arrivent avec des conceptions erronées, et on peut leur dire, oubliez tout, hein, on efface d'abord, et après on réécrit. Ça, c'est oubliez tout ce que vous savez. Donc on élimine la conception, on la réfute, on dit non, c'est pas vrai, ce que vous saviez avant, c'est pas vrai, on va voir les choses autrement. Et puis, il y a la troisième stratégie qui serait plutôt de l'ordre du judo, hein, c'est utiliser la force de l'autre. Donc, il faut dépasser la conception en allant contre, mais en cédant des conceptions, en s'appuyant sur les conceptions antérieures. Donc, il s'agit en fait de dire, vous savez déjà des choses, mais dans le nouveau chapitre, les
nouvelle partie du programme qu'on est en train d'étudier, vous verrez, c'est un peu plus compliqué que ce que vous saviez. Donc, il faut faire évoluer un petit peu les choses. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a des représentations qui sont listées par les didacticiens et les psychologues. C'est un monde que je connais assez peu, mais c'est intéressant de voir que les trois stratégies que je vous ai présentées, en fait, sont adossées à trois représentations privilégiées. La première représentation qu'on appelle procédurale, on fait des choses, des calculs, où on applique des règles de remplissage d'énergie d'atome ou que sais-je, etc. Bon. Et on applique des procédures. Et ça, c'est d'une certaine façon, on arrête de se poser des questions, on vous dit, c'est ça les règles du jeu, vous faites comme ceci et pas autrement. Le deuxième type de représentation, c'est ce qu'on appelle les représentations conceptuelles. C'est-à-dire qu'on va mettre en place de nouveaux concepts sur lesquels on va s'adosser pour développer une nouvelle partie du programme à enseigner. Donc, on oublie tout ce que vous saviez, je mets en place un nouveau concept et avec ce concept, je vais travailler et aller plus loin pour développer les choses que je veux développer. Enfin, la troisième représentation que listent les didacticiens et les psychologues, c'est ce qu'on appelle les images, images mentales par exemple. Et donc ça correspond plutôt à l'utilisation de la troisième stratégie. Ça consiste à faire avec pour aller contre. Alors, reprenons un tout petit peu encore ces trois types de représentations. Donc, les représentations de type procédural, c'est faire principalement des calculs ou appliquer des procédures de remplissage de niveau d'atomes, que sais-je. Trouver psi en résolvant l'équation de Schrödinger, par exemple. Les représentations de type conceptuel, c'est s'appuyer sur d'autres concepts, l'état quantique, le vecteur d'état, le vecteur d'onde, le quantum, on en reparlera. Et puis, les images, il y a les images sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles je suis parti, l'onde et la particule, qui sont des images qui sont déjà fortes au niveau, je dirais, post-bac, puisqu'il y a tout un pan de l'enseignement de la physique qui a eu lieu avec des particules, physique des solides, par exemple, et avec des ondes ou des champs, c'est la physique qui peut s'intéresser ou je ne sais pas moi, mécanique des fluides ou autre chose. Donc, on peut s'appuyer sur des images qui existent déjà en allant peut-être plus loin avec ces images que celles qu'on utilisait avant. J'en profite ici à ce niveau-là, puisqu'il existe trois types de représentations mentales, donc procédurale, conceptuelle et imagée, pour redéfinir ce que c'est que l'intuition. L'intuition, ce serait, à mon sens, mais pas mal d'auteurs qui sont d'accord avec ça, qui serait de dire, si je laisse tomber les représentations procédurales, si j'ai juste les représentations conceptuelles et imagées, c'est ça l'intuition. En gros, si je ne fais pas les calculs, si je demande de but en blanc à un élève, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça colle avec les calculs? Ou avant de faire les calculs, qu'est-ce que ça donne? Ce serait ça l'intuition. Alors, je vais reprendre 4 stratégies qui correspondent aux 4 réponses du jeu qui veut gagner des cantons. La première stratégie, donc celle du shut up and calculate, correspondrait à une épistémologie sans ontologie ni causalité. Alors, je vous l'explique. Si je regarde la procédure, suivre, quand j'ai un problème de mécanique quantique, j'écris l'équation de Schrödinger. Moi, je reste dans un cadre où il y a une particule et non relativiste si possible. Hein, voilà, donc je reste très très bas. Hein, donc Schrödinger, et je me donne le potentiel, des conditions limites. Je sais que la fonction d'onde, c'est une superposition de fonctions avec des coefficients CK. Et au moment où je fais la mesure, il y a l'effondrement du paquet d'ondes dans le cadre standard de la mécanique quantique. Alors que j'avais une superposition de fonctions, j'en ai plus qu'une seule. Quand je fais une opération qui consiste à faire une mesure associée à l'opérateur A chapeau. Voilà. Ce A chapeau me donne une valeur propre qui est A à K pour chacun des vecteurs. Et donc, ma fonction qui était une superposition de fonctions, il n'y en a plus qu'une après, c'est la fonction phi m, celle que j'ai mesurée. Et bien entendu, la règle de Gord me dit, si je prends les coefficients CK, je fais le modulo carré de ces coefficients CK, ça me donne la probabilité de trouver les mesures qui sont listées dans ma fonction d'onde. Alors ça, c'est adossé à une certaine vision philosophique quand même de
du réel, qui consiste à dire d'abord que psi, c'est un ensemble de possibles. Le terme est de Heisenberg, je crois. Hein, voilà, c'est un ensemble de possibles, un catalogue. Et lors de la mesure, le catalogue se réduit à une seule de ces possibilités. C'est un processus qui est aléatoire, non causal. On ne sait pas ce que ça va donner a priori, mais on sait quand même quelle est la probabilité de trouver la mesure donnée. Bon. Donc ça veut dire quelque part que dans la tête des physiciens qui restent à la stratégie du shut up and calculate, il y a une vision philosophique forte qui est derrière ça, qui est opérationnelle. Normal, on fait des opérations. Hein. C'est-à-dire que la physique est une simple épistémologie qui va nous donner des probabilités de résultats, mais qu'il n'y a pas d'ontologie, il n'y a pas de réel derrière, on pourrait s'en passer, on s'en fiche du réel. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat d'une mesure, avec la probabilité qui lui est associée. Alors, il y a des gens très bien qui sont très contents de ça. Jean Dalibard, citation, il n'y a aucun flou dans les marches à suivre. Avec les outils de la mécanique quantique, il ne souffre pas d'ambiguïté. Chacun peut suivre l'intégralité du chemin conduisant des premiers principes jusqu'aux prédictions. C'est vrai que c'est balisé, et si on sait faire les calculs, tout se passe très bien. Denis Gratias, encore plus fort, on invite les élèves à partager notre ignorance, donc le prof lui-même, il ne sait pas, hein, et on les plonge dans un état de cécité totale du monde physique, où le bon sens perd son statut de juge suprême. Dans ces ténèbres, un seul fil d'Ariane Salvatore, les mathématiques. Voilà. Donc là, la stratégie du shut up and calculate est totalement assumée de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ne vous posez pas de questions. D'ailleurs, le prof lui-même, il ne sait pas, donc ce n'est pas la peine de lui poser les questions sur ce qu'est le réel. Vous faites les calculs et c'est tout. Bon, on voit bien que là, les conceptions des élèves, on s'en fiche complètement. On les a niées. S'ils sont venus avec des idées préconçues, c'est même pas la peine, on leur a dit d'oublier. Alors, je me suis permis de convoquer quand même 2 prix Nobel pour dire, ouais, bof, c'est moyen comme stratégie. Vous voyez l'orientation du débat, c'est quand même pas très joli ce que je fais, mais... Alors, Claude Cohen-Tannoudji, la meilleure approche pour pénétrer dans le monde quantique consiste à se forger des images simples. Bien sûr, il faudra aussi résoudre les équations, ce qui veut dire que, de toute façon, les procédures, il faudra en passer par là, mais ce serait bien de s'appuyer aussi sur autre chose. Il faut faire parler les équations, saisir les idées qu'elles renferment. Alain Aspect dit « Certains physiciens acceptent de renoncer aux images, mais d'autres, dont je suis, ont besoin de visualiser les phénomènes pour guider leur intuition avant de passer au calcul. » Là, on sent bien aussi que l'intuition est reliée à quelque chose de non procédural. Et puis, donc un article de l'actualité chimique d'Alain Dumont, Henri Sauvêtre, sur le modèle quantique de la liaison chimique. Donc, on est en plein dedans, là. La visualisation de ces concepts par des schématisations concrètes devrait grandement favoriser leur appropriation. On retrouve concept et on trouve image, en fait, avec les schématisations concrètes. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu léger, le shut up and calculate. Bon, je vous avouerai que je fais un peu partie de cela, mais ce n'est pas une raison. Allons à la deuxième stratégie. À la stratégie du nuage électronique, Schrödinger, qui dit, je cite, c'est dans les actes du 5e conseil Solvay de 27, et densité électrique provenant des diverses charges ponctuelles du modèle classique, chaque individu peut être distribué sur tout l'espace, de façon à ce que les individus s'entrepénètrent. Bon, dit en langage mathématique simple, la densité volumique de charge, c'est la charge de l'électron fois psi module au carré. Voilà. L'électron, c'est quoi? C'est un nuage. Alors, je suis allé chercher dans un manuel scolaire de seconde, et il y a ce joli petit nuage électronique. Il s'arrête un peu raide, mais et donc, plus il est bleu, plus psi module au carré a l'air d'être grand. Enfin, je l'interprète comme ça. Mais en tout cas, c'est une image qui est fondée sur ce concept nébuleux de nuage électronique. Alors, en gros, l'idée, je pense, de Schrödinger derrière ça, c'est de s'appuyer uniquement sur l'idée d'onde et d'abandonner la particule en tant que telle. Je sais, alors je veux choquer personne, je suis entouré de chimistes, je sais que c'est très largement utilisé par l'enseignement de la chimie. Alors, il se trouve qu'au même 5e conseil Solvay, il y a Max Born et Werner Heisenberg qui font un petit speech et qui disent en particulier, son idée, en parlant de Schrödinger, que les ondes constituent l'essence même de la matière, que les particules ne sont que des paquets d'ondes,
n'est pas seulement en contradiction avec les principes de la théorie de Bohr si bien fondée, mais elle conduit aussi à des conséquences impossibles. Il n'y a pas de pincettes, cherchez pas, et ils disent par la suite, donc on ne va même pas s'y intéresser. Ils ne veulent même pas discuter de l'idée de Schrödinger. Alors, bon, c'est pas dit très gentiment, mais je crois que c'était pas fait pour être gentil, mais il y a quand même un petit problème, effectivement, tant qu'on est dans un potentiel qui va bien, un potentiel coulombien ou un potentiel harmonique, effectivement, le nuage se tient, mais si on relâche quelques contraintes, si on libère, par exemple, l'électron, bah, le nuage il diffuse, il ne tient plus, et puis si on fait une mesure de position, bah, d'un seul coup, il y a un clic en un endroit. Tout ça a l'air d'être complètement incohérent avec l'idée, la représentation de l'électron en tant que nuage. Donc c'est quand même problématique. Bon, vous voyez que je ne suis pas forcément pour, mais bon, personne ne réagit, donc je peux continuer. La troisième stratégie, qui serait celle de Bohr, et qui est assez subtile. Bohr dit de quoi dépendons-nous finalement, nous autres êtres humains? De nos mots, nous flottons dans le langage. Et Bernard d'Espagna avait dit, dans un livre, un chapitre que je vous citerai plusieurs fois, c'est que Bohr, en fait, appelle à un langage allégorique. C'est-à-dire qu'il essaye de relier des éléments concrets à un contenu abstrait et complexe. Le problème dans la complémentarité, et qui est subtil, c'est que il faut éclairer la chose par divers points de vue qui se complètent, qui sont insuffisants si on n'en prend qu'un, et en plus qui sont incohérents. Voilà. On voit toute la difficulté. Et donc, Feynman, dans son cours, va directement à l'essentiel en disant que l'électron, ça se comporte ni comme l'une, c'est-à-dire l'onde, ni comme l'autre, la particule, c'est ni l'un ni l'autre. C'est autre chose, c'est un autre concept. Et dans le livre de Lévy-Leblond et Balibar, ce concept est bien développé puisque ils disent nous devons abandonner l'idée que les électrons ont une dualité d'essence, à la fois onde et corpuscule, ce qui est logiquement absurde puisque les deux concepts s'excluent. On ne peut pas être le père Thomson et le fils Thomson à la fois, il faut choisir. Et donc, on aboutit à ce concept qui est, moi, je trouve assez joli, qui est celui de quanton, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et vous connaissez tous cette image du cylindre qui, éclairé d'une certaine façon, fait apparaître un cercle, tandis que d'une autre façon, il fait apparaître un rectangle. Et un cylindre, c'est ni un cercle ni un rectangle, c'est contradictoire, un cercle et un rectangle, mais grâce à ce petit schéma, on comprend bien qu'on a affaire à autre chose qu'une simple onde ou une simple corpuscule. Et donc, on peut s'appuyer sur ce concept de quanton pour présenter l'électron en tant qu'objet quantique à l'intérieur de l'atome en particulier. Bon, mais c'est un concept qui est délicat. Alors, je vous propose une dernière façon de voir, celle de Broglie et de Bohm. Donc, deux citations qui disent qu'en fait, on peut garder un certain réalisme derrière la conception de l'onde pilote. Donc, à la fois une onde de probabilité, mais le mouvement du corpuscule est rigoureusement déterminé. On peut ne pas renoncer au déterminisme des Broglie. Et de la même façon, Bohm dit que puisqu'on a des résultats scientifiques qui sont exactement les mêmes que ceux de l'interprétation habituelle, ça marche. Et puis, quelque part, on a une description précise et continue de tous les processus, même au niveau quantique. Donc, voilà, la position et les trajectoires. Alors, voilà. Donc, dans le chapitre dont je faisais état tout à l'heure, il dit donc que la particule est pilotée par la fonction d'onde, mais garde à tout instant une position parfaitement définie. Donc, je suis désolé, on n'avait pas vu le transparent respectif, mais je remontre la même chose. À droite, les trajectoires en rouge, les trajectoires bohmiennes qu'on peut calculer dans le cas des fentes de Young, et en niveau de gris ou de couleur, plus ou moins blanc, on a un psi modulo carré qui est fort, et puis noir, il est très faible, bleu, c'est un peu plus fort.
Tout ça est cohérent. J'ai réécrit les équations qui sont un tout petit peu différentes parce que moi j'ai normalisé S par h bar qui est donc en joule seconde, qui est pas l'argument de la fonction d'onde comme tout à l'heure, mais ça revient à ces équations-là. Et donc, deux façons de voir, celle de De Broglie, donc la vitesse, c'est le gradient de S sur la masse, et celle de Bohm, mais les deux sont complètement cohérentes, hein. On a une sorte de principe fondamental de la dynamique où aux énergies potentielles V habituelles, il faut rajouter le potentiel quantique Q qui vaut moins h bar 2 sur 2m, Laplacien de R sur R. Bon, voilà. Tout ça se calcule à partir du moment où on a des ordinateurs, et effectivement, ça donne plein de trajectoires qui sont autant d'images sur lesquelles on peut s'appuyer pour parler aux étudiants. Alors tout ça c'est bien gentil, mais les trous de Young en chimie, c'est peut-être pas le cœur du débat. Donc je vous propose de regarder l'électron dans l'atome. Donc dans l'atome d'hydrogène, hein, voilà, un proton et un électron. Le proton est fixe dans le référentiel. On a une énergie potentielle qui est l'énergie V de R, qui est l'énergie coulombienne. Et si je m'intéresse à la première fonction d'onde, celle du niveau 1S, voilà l'expression de psi. On a donc une expression assez simple avec un rayon caractéristique et une énergie, plus exactement l'énergie de ce niveau, c'est moins E0. Eh bien, du point de vue de Broglie et Bohm, on a une action qui est donc à l'intérieur de cette exponentielle là qui dépend pas de la position. Si ça ne dépend pas de la position, bah, la vitesse, le gradient, il est nul. C'est-à-dire que l'électron, il est fixe dans l'atome. Il ne bouge pas. Il est en un endroit. Et tout ça est cohérent parce que si on reprend les calculs et qu'on cherche le potentiel quantique, eh ben, le potentiel quantique, ben, justement, si j'ajoute l'énergie potentielle coulombienne et l'énergie cinétique qui est nulle puisque ça ne bouge pas, ben, ça redonne l'énergie moins E0. Enfin, tout ça est totalement cohérent. Alors, peut-être cohérent, mais tout à fait étonnant quand on n'en a pas l'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'électrons qui ne bougent pas et qui regardent, comment on dit Bernard d'Espagna, l'électron et le proton sont là, immobiles, à se regarder en chien de faïence. Mais bon, c'est dans le cadre de cette théorie de Broglie-Bohm, au moins on peut répondre à la question où est l'électron? Quelque part. Et en plus, il ne bouge pas. Là, c'est amusant. Bon. Alors, quelque part, on ne sait pas où, parce que tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas savoir, mais bon. C'est en tout cas une réponse. Et l'image est très simple, on a deux points matériels bien localisés. Alors, je reviens sur les quatre réponses et je voudrais revenir sur la totalité, non seulement des visions de ces physiciens qui sont autant de réponses à où se trouve l'électron dans l'atome, mais aussi à ce que ça implique du point de vue pédagogique et ce que ça implique sur ce que l'on peut dire de psi modulo carré aux étudiants. Parce que c'est une densité de probabilité, mais de quoi? Donc pour la réponse A, shut up and calculate, on fait une prédiction sans ontologie, on est sur des procédures, on a une image uniquement, enfin une représentation uniquement procédurale, rien d'autre. Et de ce point de vue-là, psi modulo carré, c'est rien d'autre qu'une densité de probabilité de détecter l'électron si jamais il nous venait l'idée de faire une mesure de position de cet électron. Et avant, il n'existe pas, à la limite, ce n'est pas mon problème. Et juste, je sais que si je veux le détecter, j'ai une certaine densité de probabilité, c'est psi modulo carré. La réponse C de Bohr, on s'appuie sur un concept qui est celui de complémentarité, où l'électron, ce serait un quanton, ni une onde, ni une particule. C'est pas et, c'est pas vraiment ou, c'est autre chose. Sous certains éclairages, ce serait plutôt une onde, sous d'autres, plutôt une particule. Mais en tout cas, ça n'a pas de sens de dire que l'électron, il est en un endroit particulier. Par contre, le psi modulo carré, c'est la densité de probabilité de détecter l'électron, encore une fois, si me venait l'idée de faire une mesure de position. Alors, la position de Schrödinger s'appuie sur le concept de nuage électronique, où l'électron est ramené à une seule onde,
Et psi modulo carré, c'est la densité de l'électron. Comme si pour un nuage, regardez, il est plus ou moins dense suivant où je me trouve, quoi. Donc c'est la densité de l'objet qui est nébuleux, quoi. Et enfin, pour De Broglie et Bohm, qui s'appuie sur les images de l'onde et de la particule en même temps, l'électron, c'est véritablement une particule et qui est guidée par l'onde suivant les règles que Franck Laloé a rappelées tout à l'heure. Donc là, psi modulo carré, c'est la densité de probabilité effectivement de présence de l'électron, parce qu'il est vraiment là. On ne sait pas où on a fait l'expérience, mais il est vraiment là. Et pour parler de ma façon que j'avais le parcours il y a quelques années encore, je crois que je mélangeais à peu près tout. Je parlais de densité de probabilité de présence tout en disant que c'était un nuage, mais que attention, c'était pas. En fait, attention, hein, c'était pas, c'est une onde, non, enfin, ça dépend. Et je m'embrouillais allègrement, et je pense que mes élèves aussi, du coup. Bon, donc, je crois que ce dont il faut être conscient, c'est que là, on est face à 4 stratégies qui sont scientifiquement éprouvées, ça marche, et simplement, il faut faire un choix. Alors, dire attention, je change de stratégie, et je ne parle pas plus de la même façon. Et, pardon, excuse-moi Julien, mais ce sera sur le site. Hein. On les vend très cher. Bon, je voudrais finir par une phrase qu'avait écrite Bell. Donc, Bell, vous savez, s'était intéressé beaucoup à des bébés et voulait en particulier se demander si parmi les théories à variables cachées, il y en avait qui étaient locales, si c'était possible. Et c'est ça qui l'a amené aux inégalités de Bell. Mais sans être forcément baumien, il était quand même très intéressé par la théorie. Et il a dit ce mot dans le livre qui est paru après la mort de Broglie. J'étais indigné de ne pas avoir été informé plutôt de l'image de l'onde pilote. Là, il parle d'image, véritablement. La traduction est de moi, mais enfin, je pense que c'est correct. Et je suis indigné que même maintenant, la plupart des étudiants n'en soient pas informés du tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je me dis que si Bell a dit que c'était possible, peut-être qu'on a peut-être le droit, je ne sais pas.